programme devait partir à 7 heures. À 7h05, la terre était sèche. À 7h10, le jardinier regardait le programmateur avec cette expression particulière que les humains réservent aux objets qui refusent d'être coupables de façon claire. Le bout de la ligne ne donnait presque rien. Les plantes attendaient. Le jardinier, lui, commençait déjà à préparer un discours contre la technologie moderne. C'est précisément le moment où il faut se taire et regarder. Une panne d'arrosage n'est pas une invitation à accuser le dernier objet acheté. Elle est une invitation à repartir du début. Le robinet est-il ouvert? L'eau arrive-t-elle avant le programmateur? La commande a-t-elle réellement lancé la zone? Le tuyau est-il plié? Le sol montre-t-il une trace d'humidité ailleurs que là où l'on espère? Le voisin arrive au mauvais moment, c'est-à-dire au bon pour l'histoire. Il demande si le jardinier a essayé d'ouvrir le robinet. Cette question est insultante pendant une seconde, puis utile pendant les 10 suivantes. Le robinet était ouvert, mais pas complètement. Personne ne fera de plaque commémorative pour cette découverte. Pourtant, le diagnostic avance. On suit la méthode 4 points, source, commande, trajet, sol. Source, l'eau sort au robinet. Commande, la zone doit pouvoir être testée sans attente. Trajet, aucun tuyau écrasé, aucun raccord qui pleure en silence, aucun filtre improvisé par une feuille morte. Sol, l'eau arrive-t-elle vraiment aux racines ou seulement dans un coin plus facile? Pour le CZ 9800, la checklist peut rester factuelle. Côté programmateur, on vérifie les 2 piles AA alcalines non incluses sans inventer leur durée de vie. Côté maison, on se rappelle que la passerelle est intérieure et alimentée sur prise secteur. Côté boîtier, les boutons manuels et voyants A, B, C et D permettent de tester une zone sans attendre que l'horloge rejoue la scène. Ces éléments ne rendent pas le diagnostic automatique, ils donnent seulement des points d'entrée. Un bouton manuel ne remplace pas les yeux. Un voyant ne dit pas si un tuyau se vide dans les cailloux. Des piles présentes ne garantissent pas que la terre boit. Le jardinier aimerait une réponse unique, mais l'arrosage du jardin est souvent une chaîne de petites réponses médiocrement coordonnées. On appuie donc sur le bouton de la zone concernée et on marche. Pas vite. Depuis le robinet jusqu'au dernier goutteur, on suit l'eau comme on suivrait une rumeur. Un raccord près du récupérateur d'eau de pluie suinte un peu. Plus loin, un coude sous le paillage ralentit le passage. Au bout, la terre reçoit assez pour noircir la surface, pas assez pour descendre. La panne n'était pas une panne, c'était un comité. L'épisode porte aussi le mot eau grise au jardin, et c'est un terrain où la prudence doit être plus forte que l'envie de conseils rapides. Avant publication, toute règle locale sur eau grise, restriction d'eau, arrêté sécheresse ou interdiction d'arrosage doit être vérifiée auprès des sources compétentes. Ici, on ne donne aucune permission générale. On montre seulement une méthode. Diagnostiquer d'abord, ne pas improviser une ressource ensuite. Cette prudence évite de mélanger deux sujets. Réparer une ligne d'arrosage, c'est vérifier une chaîne physique. Décider quelle eau peut être utilisée, dans quelles conditions et sur quelle plante relève de règles locales et de bon sens sanitaire à confirmer au moment de publier. Le jardinier peut aimer les solutions de secours. Le jardin n'a pas besoin qu'on transforme une panique en règle nationale. On revient à la ligne. Le coude sous le paillage est redressé. Le raccord suintant est resserré sans jouer au héros de la pince. La zone est relancée court. Cette fois, le bout de ligne donne une réponse visible. Pas spectaculaire, pas triomphale, mais assez nette. La terre fonce plus loin. Le paillage se soulève légèrement et le jardinier arrête de composer son discours contre l'objet. La cause finale tient en 3 petites causes: robinet pas assez ouvert, coude ralenti, raccord suintant. Aucune n'était noble. Ensemble, elles suffisaient à faire croire que tout le système avait échoué. C'est souvent ainsi que les pannes de jardin fonctionnent. Elles ne sont pas des catastrophes. Elles sont des détails qui ont tenu une réunion sans nous inviter. Le carnet reçoit une page de dépannage. Ligne 1, source. Ligne 2, alimentation et commande. Ligne 3, trajet.
ligne 4 sol. À côté, une note en lettres plus grandes. Ne pas changer 3 réglages avant de savoir lequel répond. Cette phrase sauvera peut-être plus d'eau que n'importe quel geste brillant, parce qu'elle empêche le jardinier de fabriquer une deuxième panne pendant qu'il cherche la première. Le voisin repasse en fin de matinée et demande si c'était grave. Le jardinier répond que c'était instructif, ce qui est la façon polie de dire qu'il a failli accuser le mauvais coupable. Les plantes, elles, reçoivent enfin une séance courte et utile. Elles ne remercient pas. Les plantes ont un service communication très limité, mais la terre sous les doigts donne une réponse acceptable. La leçon du jour est sèche comme une liste. Avant de croire à une grande panne, suivre l'eau. Robinet, commande, tuyau, sol. Avant de parler d'une autre ressource, vérifier les règles locales avant publication. Avant de modifier un programme, savoir où le problème commence. Le jardin n'a pas besoin d'un procès. Il a besoin d'un enquêteur patient avec des chaussures qui acceptent la boue. Pour rendre la méthode moins théorique, le jardinier refait la panne volontairement l'après-midi. Il ferme presque le robinet, replie légèrement un bout de tuyau, puis demande à la famille de trouver la cause sans regarder la page précédente. L'exercice provoque beaucoup d'assurance et peu de résultats pendant les premières minutes. Tout le monde veut commencer par l'objet le plus compliqué. Personne ne veut croire qu'un robinet à moitié ouvert puisse humilier autant de technologie. On impose alors une règle. Personne ne saute une étape. La source d'abord. Une main sous le robinet, un seau quelques secondes, et l'on sait si l'eau arrive vraiment. Ensuite seulement la commande, puis le trajet, puis le sol. Cette lenteur paraît presque vexante quand on veut réparer vite. Pourtant, elle évite de changer des réglages propres pendant qu'un pli sale bloque encore le tuyau derrière un pot. Le test révèle une autre chose. Les pannes ont souvent un son, un raccord qui aspire de l'air, un tuyau pincé qui siffle, une ligne qui crache puis se calme, un programmateur qui ouvre mais ne reçoit pas assez d'eau. Le jardinier commence à écouter autant qu'à regarder. Ce n'est pas une compétence mystique. C'est simplement accepter que l'eau donne des indices avant d'arriver aux feuilles. On ajoute aussi le test du seau au bout de ligne. Pas pour mesurer un débit officiel, pas pour annoncer un chiffre, mais pour comparer. Est-ce que l'eau sort plus franchement après avoir redressé le tuyau? Est-ce que le bout de ligne répond différemment quand le raccord suintant est serré? Le seau devient un témoin simple. Il ne transforme pas la scène en laboratoire, mais il empêche le jardinier de se raconter une réparation imaginaire. La terre ferme la boucle. Si l'eau sort correctement, mais que le sol reste sec autour des racines, la panne a changé de nom. Ce n'est plus seulement une panne de ligne. C'est peut-être un paillage mal replacé, une rigole qui détourne l'eau, une surface compactée ou un goutteur mal orienté. Le dernier mètre compte autant que le premier. Beaucoup de systèmes fonctionnent jusqu'à 30 cm de la plante, puis ratent leur raison d'être. Le voisin aime cette partie, parce qu'elle donne l'occasion de marcher lentement avec un air important. Il suit la ligne, s'arrête, écoute, gratte la terre, puis annonce que le problème est probablement là où c'est encore sec. C'est évident, donc précieux. Les évidences deviennent rares quand un objet, une application ou un programme nous donne envie de chercher plus loin que le sol. La page de dépannage reçoit enfin une colonne résultat. Pas seulement action faite, mais effet observé. Robinet ouvert davantage. Bout de ligne plus régulier. Coude redressé. Moins de bruit. Raccord resserré. Plus de sointement. Paillage corrigé. Humidité visible sous la surface après pause. Cette colonne empêche les réparations décoratives. Une réparation qui ne change aucun effet reste une hypothèse, pas une conclusion. Avant de ranger les outils, une dernière note rejoint la checklist. Ne jamais réparer dans le site. On ouvre, on ferme, on écoute le robinet, le tuyau, le raccord, puis le sol. Le jardin ne parle pas fort, mais il répète volontiers les mêmes indices quand on cesse de courir après une cause unique. Cette lenteur évite aussi de transformer les eaux grises au jardin en idées de secours improvisées. Avant tout usage de ce type,
Il faut vérifier les règles, les produits présents dans l'eau et le risque pour les plantes. La panne d'aujourd'hui n'autorise pas à inventer une solution plus compliquée demain. En fin de journée, la panne a perdu son prestige. Elle n'était ni intelligente, ni mystérieuse, ni digne d'un grand soupir contre le monde moderne. Elle était matérielle, multiple, et finalement assez bavarde quand on acceptait de l'écouter. Le jardinier range la page dans une pochette plastique, parce que la prochaine panne arrivera probablement un jour de pluie fine, quand le papier nu choisira lui aussi de devenir un problème.